Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. À l'entame de cette édition, parler du vivre ensemble ou de la cohabitation pacifique n'est que l'ombre d'elle-même ou bien de la récupération politique. Jadis, ces mots portaient un sens pur, vécu au quotidien surtout pour les aînés ayant connu le Tchad avant l'indépendance et les années précédentes 1976. Retour sur cette époque où l'harmonie sociale n'était pas un slogan, mais une réalité, avec Diana Nepitimbaye. Il faut écouter les aînés pour saisir la véritable essence du vivre ensemble. Leurs récits, précis comme des leçons récitées par cœur, des pains et tchades où l'on s'y comprenait sans calcul, où la solidarité et l'hospitalité ne sont pas des valeurs négociables. Ces témoins vivants, véritables puits de sagesse, évoquent un temps où l'amitié et la confiance régnaient, sans qu'aucune manœuvre politique ne vienne les entacher. Une graine d'arachide, mais on se partage. Chacun met dans la poche là, il donne à chacun une graine d'arachide. Et il mange. De l'eau dans une bouteille même là, on se partage. Et un enfant qui part chez les voisins là, ces carottes là, que très bien, ils mangent avec ensemble, et puis moi ça fait vrai là, on l'accompagne juste sur ses parents. Et personne ne distingue l'un à l'autre. C'est après les événements que je voyais qu'il y a des discussions des chargés, mais sinon il n'y en a pas. On a vécu vraie cohabitation, bon voisinage. On s'estime, on se respecte entre nous. Il n'y a pas de problème. Avant tout, personne connaît il est venu d'où. C'est ton voisin. C'est-à-dire celui que vous étudiez ensemble. C'est ton ami. Vous habitez dans les mêmes quartiers. C'est lui ton frère. On a cohabité comme ça. Mais les années sombres ont brisé cet élan. Peu à peu, la méfiance s'est installée entre des frères qui autrefois partageaient tout sans distinction de village ou d'origine, moins encore des religions. Vous êtes dans les mêmes quartiers, dans les mêmes bureaux, c'est-à-dire chacun, et les gens se regardent méchamment. Ça, c'est vivre ensemble dans les mêmes quartiers. On peut tu ne connais même pas ton voisin là, il est qui même? Les gens qui sont des voisins proches, ils ne se connaissent pas aussi. Ça, c'est pas vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est la mentalité. Il y a une grande différence entre vivre ensemble avant et vivre ensemble maintenant. Et ça aussi, c'est un virus. Ce virus est venu en 1979. Un virus qui est venu, qui nous a détruit. Là, en 30 minutes, on a détruit le vivre ensemble, la culture, la cohabitation. Donc, tu sais qu'en 30 minutes, là, c'est fini. Quand tu sors là, toi, tu es de sud, toi, tu es de nord, là, 79, là. C'est pas les jours, mais nous, on est mauvais. Pourtant, rien n'est irréversible. Il est encore possible de retrouver cette chaleur d'antan, où l'identité d'un Tchadien se définissait par son quartier plutôt que par son ethnie, le Tchad. Des anciens, celui que l'on a appris dans les livres et à travers les récits, reste un idéal accessible. Car, diviser pour mieux régner ne profite à personne et ne fait que retarder le développement socio-économique de la nation. Et puis au Tchad, les nominations politiques se sont au fil des années transformées en un espace d'humiliation. Il n'est pas rare de voir un responsable nommé directeur général d'une institution publique, puis relayé quelques mois plus tard à un poste subalterne au sein de la même structure. Cette pratique relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Pourtant, elle soulève des profondes interrogations sur la gouvernance des ressources humaines, l'éthique administrative et de la dignité professionnelle. Le sujet a inspiré Emmanuel Koulayo. Dans toute administration moderne, une gestion responsable obéit à des principes clairs qui sont entre autres la compétence, la stabilité, le plan de carrière et l'évaluation objective. La mobilité des cadres devrait répondre à l'évolution des besoins institutionnels ou à la progression des compétences et non au bon vouloir des calculs politiques du moment. Rétrograder un ancien dirigeant sans justification publique n'est pas un simple ajustement administratif.
c'est une dépréciation personnelle qui ébranle la confiance de l'institution, brise la motivation et installe un climat d'incertitude. Un tel système envoie un message inquiétant. Aucune fonction n'est assurée, aucune carrière n'est protégée, aucune dignité n'est garantie. Cette logique interroge également le rôle du mérite dans un environnement où les nominations semblent rarement fondées sur la compétence ou les résultats. Lorsque l'allégeance supplante l'expertise et que l'arbitraire étouffe le professionnalisme, l'administration s'enlise dans une instabilité chronique. Préserver la dignité du fonctionnaire passe par une reconnaissance durable de ses compétences et non par des promotions éphémères suivies de rétrogradation abrupte. Il ne s'agit pas seulement d'une question administrative, mais d'un enjeu éthique et moral. Un pays qui expose ses serviteurs publics à de telles pratiques prend le risque de voir ses talents s'éclipser au détriment de l'efficacité de ses institutions et de l'avenir de la nation. Hors de la capitale, dans la province du Logone occidental, précisément à Mondou, la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle usine spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais pour l'amendement des sols a été organisée ici. C'est déroulé hier. Pour plus de précisions, suivez notre correspondant Golmom Ali Emmanuel. Cette initiative mise en place par Isagri Corporation Tchad vise à soutenir le développement agricole du Logone occidental en particulier et du Tchad en général en offrant des produits de qualité pour améliorer la fertilité des sols et la santé du cheptel. Dans sa prise de parole, la promotrice a mis en lumière les raisons qui ont motivé cette initiative. Elle a souligné notamment que cette unité pourrait jouer un rôle crucial dans l'essor de l'agriculture et de l'élevage local en améliorant la qualité des produits et en soutenant les agriculteurs et éleveurs dans leurs efforts. Le Tchad, pour moi, reste le premier pays producteur de viande et des produits dérivés, alors que normalement, nous devions avoir tout ce qu'il faut, tel que la nutrition animale, tel que des produits nécessaires pour amender le sol. Malheureusement, nous n'avons pas cela. Cela a été un constat assez amer pour moi, tout comme ça l'a été pour mon père. Aujourd'hui, nous avons initié ce projet-là. Nous nous sommes battus ensemble, en famille, avec des collègues, avec des amis, la diaspora tchadienne, qui n'a jamais oublié ce côté-là. Les conflits agriculteurs-éleveurs ont causé énormément de pleurs, de sang, de douleur, ici dans notre pays depuis la nuit des temps. Il est donc temps pour nous de commencer à nous proposer entre nous-mêmes tchadiens des solutions en partie, puisque tant d'autres solutions viendront. Ensuite, nous l'espérons, pouvoir améliorer cette relation-là. Le secrétaire général de la province du Logone occidental a souligné l'importance de cette initiative qui arrive à un moment crucial pour la province. Il a précisé que cette offre mérite une attention particulière car elle répond aux besoins croissants en matière de durabilité et de productivité agricole. Dans le contexte actuel où nos terres cultivables sont devenues infertiles à cause des techniques culturelles rudimentaires et où le bétail vit une période critique de manque de pâturage à l'approche de chaque saison pluvieuse, cette offre tombe à bon escient et mérite une attention spéciale. Oui, cette mention spéciale est donc à adresser à la jeune promotrice de cette usine. C'est pourquoi il me sied de lui adresser toute ma profonde gratitude et de l'encourager au nom du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental. Avec une capacité de production de 5 tonnes par jour, cette unité se consacre à la fabrication d'aliments destinés à la volaille, aux bovins, aux caprins ainsi qu'à d'autres animaux d'élevage domestique. De plus, elle produit également un engrais de qualité pour la fertilisation des sols élaboré à partir de déchets organiques. La suite de l'actualité à présent, les notices sur les produits pharmaceutiques permettent d'avoir des informations sur la posologie, les modes d'emploi, des dates de péremption et bien d'autres informations utiles à la santé. Malheureusement, un bon nombre de la population tchadienne ne prennent pas connaissance de ces notices. On en parle avec Roseline Ndiakourbois.
Les notices pharmaceutiques jouent un rôle prépondérant dans l'orientation et le dosage de certaines prescriptions, car comprendre l'usage exact du médicament contribue non seulement au respect des prescriptions, mais aussi à l'amélioration de la santé de certains patients. La notice précise pourquoi et dans quelle situation le médicament doit être utilisé. Elle indique les maladies ou symptômes concernés, évitant ainsi les erreurs d'automédication. Respecter la posologie et le mode d'administration suit les normes des doses exactes, la fréquence, la durée et le traitement et la voie d'administration. De par son rôle dans le maintien de la santé, la notice avertit sur les associations dangereuses avec d'autres médicaments, aliments ou boissons. Les indications de stockage comme température, lumière, humidité grandissent l'efficacité du médicament. Lire la notice permet de mieux comprendre son traitement, de poser les bonnes questions à son médecin ou pharmacien et de participer activement à sa prise en charge. Lire la notice pharmaceutique, c'est protéger sa santé, éviter les accidents médicamenteux et optimiser l'efficacité du traitement. C'est un peu comme lire les instructions avant de monter sur un meuble ou un engin. On gagne du temps, on évite les erreurs et on se rassure pour ne pas avoir des surprises sanitaires désagréables. En santé toujours, les mesures préventives contre le choléra passent par l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement. Selon le docteur Nenoudi Mbaïro, il faut s'assurer d'un approvisionnement en eau propre, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler de la nourriture. Suivez à ce sujet les explications du docteur Nenoudi Mbaïro. Elle est au micro de notre reporter Bainadi Nicolas. Pendant cette déjà phase d'alerte qui est déjà liée aux quelques cas qui sont diagnostiqués dans notre pays, il faudrait que chaque personne prenne vraiment les mesures d'hygiène. Il y a d'abord l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène environnementale, il y a l'hygiène aussi alimentaire. Par exemple, avant de manger, par exemple, il faut laver les mains avec du savon correctement. À la sortie, par exemple, des WC, WC, il faut aussi laver les mains avec du savon correctement. Il faut aussi couper peut-être les ongles. Si on a des ongles qui sont très longs, il faut les couper et nettoyer parce que l'espace qui est entre les ongles et les doigts peuvent constituer également des réservoirs qui peuvent conserver les microbes. Et lorsqu'on veut manger, ça peut aussi nous transmettre. Il faut éviter par exemple la défécation à l'air libre. D'ailleurs, c'est ça qui est la cause fondamentale. Et donc, il ne faut pas déféquer à l'air libre. Il faut également, comme j'ai parlé, de l'environnement salubre. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, il ne faut pas laisser, par exemple, les dépôts des ordures ménagers, par exemple. Il faut les évacuer. Parce que là, les dépôts des ordures vont favoriser également la multiplication des mouches. Et ce sont les mouches-là qui sont les vecteurs intermédiaires qui peuvent prendre également les germes et déposer sur les aliments. Et si on veut par exemple manger les aliments, surtout les aliments crus, les crudités, tels que les carottes, les bananes, etc., il faut bien désinfecter avec eau de javel. Et ce qu'on doit cuire également, il faut bien cuire parce qu'à une certaine température, le germe sera également inactif. Donc voilà, ce sont les quelques mesures que chacun de nous doit prendre également. Donc il y a les mesures reposent fondamentalement sur l'hygiène. Donc, par exemple, durant cette période d'alerte déjà, si en cas où une personne commence à faire la diarrhée et le vomissement, il faut l'acheminer rapidement à l'hôpital. Surtout, il faut chercher la structure la plus proche pour la prise en charge immédiate parce que les complications sont très, très dangereuses, surtout la déshydratation. Parce que par heure, par exemple, la personne peut perdre 1 litre d'eau. Et donc, si c'est les manifestations de choléra et que la personne traîne alors, la personne peut mourir par complication. Donc, dès qu'on a le syndrome diarrhée, vomissement, il faut faire recours à l'hôpital.
En culture, le moulin à main est un ancien outil utilisé pour moudre les grains. Bien plus qu'un simple ustensile de cuisine, il est un témoignage technique ancestral et un lien avec le passé. C'est un art qui a façonné des générations. Yaki Lydia nous en dit un peu plus. Le moulin traditionnel est un objet emblématique de la culture tchadienne. Utilisé depuis des siècles, il représente un véritable héritage socio-culturel et continue d'être utilisé dans de nombreux foyers du pays. Principalement utilisé pour moudre des céréales telles que le mil, le sorgho ou encore le maïs, le moulin traditionnel permet également d'écraser ou de vanner les différentes substances. Il peut également être utilisé pour presser des noix ou écraser des arachides afin d'extraire de l'huile. Fabriqué à partir d'argile, des cendres de bois ou même des morceaux de cailloux taillés, ce moulin à main est à la fois simple et robuste. Sa conception intemporelle lui confère une certaine authenticité et apporte une touche d'éclat à la nomenclature des ustensiles de la cuisine tchadienne. En plus de sa fonction pratique, le moulin traditionnel est également un symbole de tradition passée. Depuis le 19e siècle, il équipe des foyers tchadiens en leur offrant un moyen efficace et durable pour préparer leurs repas. Son utilisation au quotidien crée un lien fort avec nos ancêtres et perpétue nos coutumes culinaires. Le moulin traditionnel peut ainsi être utilisé non seulement comme outil pratique, mais aussi comme un souvenir fabriqué au Tchad ou comme un cadeau idéal légué par nos aïeux qui mérite d'être valorisé. Le moulin traditionnel représente une véritable richesse socio-culturelle au Tchad. Au-delà de sa fonction première qui est celle de moudre des céréales et autres substances alimentaires, il incarne toute une histoire liée à nos traditions culinaires et constitue un témoignage vivant du savoir-faire artisanal transmis depuis plusieurs générations. Et puis hors de nos frontières, le Mali a annoncé hier l'arrestation d'un Français soupçonné de travailler pour les services de renseignement français. Le gouvernement a accusé des États étrangers d'être derrière une tentative de déstabilisation, alors que des dizaines de militaires accusés de vouloir renverser le pouvoir ont été arrêtés depuis ces derniers jours. Ndjekausom Evariste nous en dit un peu plus. Le Mali a annoncé l'arrestation des Français soupçonnés de travailler pour les services de renseignement français, accusant des États étrangers d'être derrière une tentative de déstabilisation dans ses communiqués lus à la télévision au RTM. Dans son communiqué lu à la télévision, la junte a annoncé l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes qui cherchaient, selon elle, à déstabiliser les institutions de la République. Ces militaires et les civils auraient obtenu l'aide des États étrangers. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Vizilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Au moins 55 militaires auraient été arrêtés selon les sources sécuritaires. Les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, indique le gouvernement. Depuis 2012, ce pays sahélien fait face à une profonde crise sécuritaire, nourrie notamment par des violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'Organisation des États islamiques, ainsi que des groupes criminels communautaires.
En sport avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Pour terminer cette édition, hier, 2 rencontres ont eu lieu. Le Maroc a croisé le fer avec la Zambie et l'Angola a joué contre la République démocratique du Congo. Ces 2 rencontres ont été animées de part et d'autre avec les spectateurs venus des divers horizons. Les 2 rencontres ont donc respectivement la victoire du Maroc et de la RDC. Chanel Alao revient sur les temps forts de ces rencontres. L'équipe nationale locale du Maroc a remporté une victoire 3-1 contre la Zambie lors de la 4e journée du championnat d'Afrique des Nations. Dès le début du match, les Marocains ont dominé le jeu, multipliant les attaques. La défense zambienne, cependant, a résisté aux assauts marocains durant la première mi-temps. Ce n'est que dans les temps additionnels que le Maroc a ouvert le score grâce à un corner tiré par le capitaine Mohamed Rabi. Au retour des vestiaires, la Zambie a adopté une posture plus offensive. Cette stratégie a permis aux Marocains d'inscrire un 2e but à la 67e minute. La Zambie a réduit le score à 2-1 3 minutes plus tard sur un coup de pied arrêté. En fin de match, Sabir Bougrine a scellé la victoire du Maroc en marquant le 3e but en temps additionnel, profitant d'un ballon mal dégagé par le gardien zambien. Dans l'autre match du groupe A, la République démocratique du Congo a battu l'Angola sur un score de 2-0. Cependant, la RDC et le Maroc comptent désormais 6 points chacun. L'Angola 4 points et la Zambie 0 points, ce qui entraîne l'élimination de la Zambie de la compétition. Le Maroc affrontera la RDC dimanche prochain pour un match décisif pour la qualification au tour suivant. Le Kenya, leader du groupe A, jouera contre la Zambie. Après un score fleuve de 3-1 contre l'Ouganda et un nul d'1 but partout face à l'Afrique du Sud, l'équipe d'Algérie affronte la Guinée ce vendredi 15 août à 15h et à 18h. Le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Très bon week-end à vous et au revoir et à demain.